Bonjour tout le monde, bienvenue à Pris en quarantaine, le podcast où je reçois des gens qui m'inspirent. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas besoin d'introduction. Patrice Plante, Monsieur Cocktail, t'es en forme? En grande forme, mon ami, vraiment. Yes, je suis content que tu aies accepté l'invitation. On a essayé la semaine passée de se pogner, puis finalement, ça a tombé dans une craque de divan, puis là, on a le temps. Je suis vraiment content, merci. Man. Ça fait plaisir. C'est mon karma avec la technologie. Ça marche jamais du premier coup avec moi. Je suis un peu pareil, honnêtement. Tu vois, juste avant de t'appeler, là, je pars la conversation, tout est beau, pouf, ça ferme. J'étais là, bon, ça y est. Je sais pas, Skype, il est rendu qu'il fait ça. Là, il me ferme d'en face tout le temps. Je suis comme, merde, en tout cas, bon, qu'est-ce que tu veux? Hey, Pat, je ne sais même pas par où commencer, franchement. T'as un pedigree tellement large que je sais pas. Ou long, ça dépend de quel bord tu le prends. Long ou large, c'est assez capoté. Du plus loin que je peux me souvenir, c'est Québec Thème. Ouais. Le blog que tu avais parti à Isaac Larose à l'époque, ça roulait quand même pas mal dans le temps. Ça. Nous autres, on faisait de la vidéo. Puis toi, puis Isaac, vous faisiez Québec Thème. Puis là, on était là, ouh, ils tiennent de quoi, là, tu sais? Québec Thème, c'est parti de quoi, en fait? On s'est tellement amusé, c'est fou les souvenirs. Écoute, en fait, Québec Thème, là, c'est né du désir à Isaac et moi de trouver une façon de pas nous mettre sur la map, mais de réaliser notre passion, des choses qui nous intéressaient beaucoup. À l'époque, là, on se le rappelle, pour ceux qui... en tout cas, vous êtes zéro au courant anyway, là. J'étais fonctionnaire au gouvernement. Donc, j'étais en design web et webmestre chez Tourisme Québec. Puis Isaac, lui, il pliait du linge chez Périgny. C'est fou, ça. Ça, je m'en souviens comme c'était hier. C'est fou, Et fait que là, t'es fonctionnaire. Ouais, puis moi, j'avais une nouvelle passion pour la bouffe. J'avais une nouvelle passion pour découvrir les restaurants. Ça a comme été le début de mon parcours parce que moi, j'étais vraiment programmeur web. J'ai étudié en design graphique à Laval. Donc, j'avais toutes les skills pour faire un site web. Isaac connaissait déjà le trois quarts de la ville de Québec à cette époque-là. Et lui avait envie de parler de mode. Il avait envie de jaser haute couture, puis de partager sa passion. Parce que Isaac, à l'époque, là, no joke, là, il pouvait lire entre 3 et 4 heures de blog de mode par jour à cette époque-là. Et moi, j'étais tout le temps avec mes cookbooks, puis j'essayais de maîtriser la cuisine. À cette époque-là, j'avais une grande passion pour la cuisine déjà, puis je voulais même devenir chef. C'était un de mes rêves. Donc, on s'est dit, on va allier nos forces ensemble. On va créer une espèce de magazine culturel en ligne. Isaac a recruté plein d'amis. Chacun avait sa spécialisation. On lançait une chronique à tous les jours. Donc, moi, je m'occupais de la restauration, du côté culinaire. Isaac parlait de mode. On avait Clovis Jacob aussi qui parlait de la restauration. On avait déjà Marcus pour le skate. Donc, on était comme un collectif et on a runné ce site-là pendant 2-3 ans facilement. Ça a été un blog, oui, qui était super populaire. Là. Je pense qu'au Zénith, on faisait du 20, 22, 25 000 visites par mois, ce qui est quand même... Et fou moi, pour un blog pareil. Là. C'est fou pareil. Et moi, à l'époque, on s'entend, j'avais 49 amis sur Facebook. Je me rappelle encore du chiffre. J'étais zéro connu. Là. J'étais le petit fonctionnaire. J'étais un gars qui est plus jeune. J'étais très introverti. J'allais à la bibliothèque, je jouais à Donjon Dragon. J'avais pas d'amis, qu'est-ce que tu veux. Et Isaac m'a jamais lâché. Ouais, on a tous passé par là. Moi, tous mes chums à l'époque, là, quand j'étais plus jeune, ils jouaient tout à ça. C'était notre génération, puis ça a marché dans cette génération-là. Fait qu'on y a tout goûté. Là, Isaac, ce que j'aime, c'est que ça... Vas-y, excuse-moi. Ouais, ce que j'aime, en fait, c'est que ça a vraiment beaucoup travaillé notre imagination, notre côté artistique, cette phase-là. Mais moi, c'est ça. Donc, je connaissais personne, j'étais gêné. Puis ça m'a vraiment permis de m'ouvrir pour la première fois à mon petit côté entrepreneur que je ne connaissais pas. Donc, de vraiment lancer un projet, faire un lancement. Puis écoute, pour ceux qui nous écoutent, c'était la première fois que j'allais dans un bar quand on a lancé ça le 1er mars 2010 au Boudoir. Voyons donc. Premier bar à 28 ans. Ouais. Impossible. T'es-tu sérieux? Ouais, je détestais le nightlife et les bars. Comme j'ai dit, j'étais très renfermé. Et Isaac, lui, sortait énormément dans les bars. Puis les vendredis soirs, ce qui arrivait, c'est qu'il essayait toujours de me traîner. Fait qu'il me dit, va donc me reconduire sur Grande Allée.
il me rentrait à l'ozone, là, puis moi, je trouvais une excuse, je me faufilais entre deux personnes, puis je sortais tout de suite. Tu sais. T'es pas sérieux. Je détestais beaucoup ce monde-là à l'époque parce que je connaissais personne. Tu sais, quand tu vas dans un bar, tu connais personne, ça devient plate assez vite. Ce qui est le fun, c'est d'avoir intimidant aussi. des amis. Absolument. Et donc, Québec Thème m'a permis, en fait, connaître beaucoup plus de gens parce que là, soudainement, les gens se sont mis à venir me voir. Hey, OK, tu es le cofondateur de Québec Thème. Et j'ai commencé à construire mon réseau comme ça grâce à cette belle famille de fous. On a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Aïe, aïe, j'aurais pas pensé. Tu sais, je savais que vous teniez de quoi de vraiment d'intéressant à l'époque parce que moi, je faisais de la vidéo avec Kev Moreau. Puis quand vous avez sorti Québec Thème, là, je trouvais que c'était une belle plateforme qui mettait de l'avant à peu près tout. Puis j'étais comme, OK, ils ont de quoi de solide. Là. Puis aujourd'hui, tu sais, j'en parlais avec l'app que j'ai publié d'ailleurs ce matin, le batteur de Dance Lory Dance. Oui. Aujourd'hui, tu es encore en affaire avec Isaac. Vous travaillez encore conjointement. C'est fou comment, même après toutes ces années-là, vous êtes toujours en lien. Là. Justement, on en reviendra tantôt avec le Nénuphar Bar et tout. Là. Ouais. Mais là, c'est ça, tu étais programmeur web. Puis là, après ça, tu es parti faire ton cours de cuisine, ton cours de chef à Québec? Exact, à l'École hôtelière de Québec. Fait que moi, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que je devenais de plus en plus malheureux dans mon travail, puis je ne savais pas vraiment pourquoi. Tu sais, à l'époque, étant donné que je me suis découvert une passion pour l'écriture, pour Québec Thème, pour démarrer des projets, je découvrais vraiment mon côté artistique, mais surtout le côté qui aimait les gens. Et à l'époque, je ne le savais pas, mais j'étais vraiment fatigué de travailler devant un ordinateur 7 heures par jour. Je voulais vraiment trouver ma voie parce que je ne l'avais jamais trouvée. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à l'école hôtelière pour devenir cuisinier parce que c'était pour moi une façon rationnelle d'aller voir mes boss puis de leur dire hey, là, je suis dans une école de 9 à 5 jours semaine, je ne peux plus travailler. Puis ça a été comme l'excuse que je me suis trouvée pour donner ma démission avec une super gang avec qui j'ai travaillé. Écoute, j'ai travaillé au-dessus de 7 ans et demi avec eux. Donc, moi, c'est ça, je me suis mis en danger pour faire le saut parce que c'est un gros move. Tu sais, à 29 ans, tu dis, à 29 ans, je quitte la sécurité, mon emploi de professionnel, je m'en vais étudier avec des kids de 16 ans en cuisine, en formation professionnelle. C'est stressant. Fallait vraiment, vraiment être un peu fou, tu sais, vraiment. Tes parents, ils ont-tu capoté un peu? Ouais, mes parents, ils n'ont pas trippé. Mes parents n'ont vraiment pas trippé. Ils m'ont soutenu, mais tu sais, eux, c'est la génération de la sécurité. Hein? Donc, nos parents, c'est une génération qui ne l'ont pas eu facile dans leur début sur le marché du travail. Puis, tu sais, ils sont là, OK, à quel point tu deviens adolescent à 30 ans, mon petit gars, là, tu sais, tu décides de quitter ton emploi permanent, ta sécurité d'emploi, ton fonds de pension, tout ça pour aller flipper des boulettes dans un restaurant. C'était ça le. C'est l'image que tu as c'est l'image que tu as de la cuisine, en fait. Là. Au départ, ben oui, parce qu'il faut que tu fasses tes armes. Tu ne peux pas rentrer dans un restaurant de sous-chef. Il faut que tu fasses tes classes. Et donc, ça, je l'ai compris assez vite. Ce qui est cool, c'est que Isaac a toujours été l'entremetteur de ma vie. Isaac m'a forcé pendant mon cours. Il a fait un blind date. Isaac, là, il est complètement fou. C'est le seul gars au monde. Fait on marchait un moment donné, puis il dit hey, un moment donné, il va falloir que tu rencontres mon ami Jean-Michel parce que les deux, esti, vous n'arrêtez pas de parler de bouffe, puis d'Anthony Bourdin, vous me cassez les oreilles avec vos estis de couteaux japonais. Je peux-tu, vous? Fait que moi, je dis ah, man, tu sais, oui, si ça donne, ben le tabarouette, ce qu'il a fait, c'est que il a invité Jean-Michel, connu sous le pseudonyme John Mike. On connaît tous cet homme fabuleux. Il a appelé John Mike, il dit tu me fais souper à soir. Tu sais, ça, c'est du Isaac. Là, arrive à 6 h chez nous, tu me fais souper. Il m'a appelé, il m'a dit la même affaire. Fait que moi et John Mike, on est arrivés en même temps dans son appart. Il habitait proche de quartier dans le temps. Chacun avec nos sacs d'épicerie pour lui faire à manger. On est rentrés. Il avait son coat sur le dos. Il dit salut les gars, Pat, John Mike, Pat. Il dit moi je m'en vais, j'ai un souper de prévu avec ma blonde, je vous laisse tout seul. Il nous a laissé les deux dans l'appart tout seul. Barouette. C'est quand même edgy, hein? C'est edgy. Isaac tout craché. Tu sais, Isaac, il est
très, très fort pour connecter les humains. Là. C'est un gars que j'admire beaucoup. Ben, idem. J'aimerais ça l'avoir un jour, Isaac, si t'écoutes. J'aimerais bien ça t'avoir. Fait que hit me up. Je vais le caler parce que ça va faire un podcast fabuleux. Isaac a une vision de la vie et de l'entrepreneuriat vraiment next level. Tout à fait. Donc, écoute, on s'est fait à souper et à 10 heures, on incorporait une compagnie. Moi, voyons donc. À 10 h le soir, tu sais quoi? Tu étais sur Internet? On est allé réserver notre domaine, puis on a commencé à s'inscrire au registraire des entreprises et on a fondé Trip et Caviar la semaine d'après. Ça n'a pas de bon sens. Ça l'a tellement connecté, moi puis lui, c'était vraiment dangereux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur pied, en fait, un food club. Donc, Trip et Caviar, c'est quoi? C'est qu'on arrivait chez un restaurateur, mettons, on allait voir la gang de l'affaire et ketchup. On leur disait, les gars, vous êtes fermés lundi, vous allez faire ce qu'aucun entrepreneur peut faire, c'est-à-dire vous allez asseoir votre cul sur une chaise à votre restaurant. C'est nous autres qui vous servent de la bouffe toute la soirée. Vous allez vivre une soirée dans votre propre resto. On amène notre plongeur, nos serveurs, nos cuisiniers. On torche tout après. On vous remet le restaurant dans l'état qu'on l'a trouvé quand on est arrivé. Et on gère toutes les inscriptions, l'argent, puis tout. Mais vous autres, vous avez un repas gratuit pour vous, vos amis, ceux que vous invitez sur place. On vous rince, comme on dit. Comment ils ont réagi? Ont-ils fait comme t'es un malade, mon gars, ou ils trippaient bien raide? Ben écoute, à l'époque, grâce à Québec Thème, j'ai réussi à avoir une job de critique resto au Voir. Donc, j'avais fait une critique des gars de l'affaire et ketchup. C'est le même que je les ai connus, François Pioli. Puis ça a connecté. Les gars, ils ont dit oui tout de suite. Ils n'ont même pas attendu que je finisse mon speech. C'est les premiers qui nous ont fait confiance à Québec, d'ailleurs. Et nous, dans le fond, on prenait des inscriptions en ligne. Les gens n'avaient pas le menu avant d'arriver sur place. Ils savaient juste c'était quoi le thème. Ils ne savaient pas c'était quoi l'adresse. Donc, les gens s'inscrivaient sur le site. 24 heures à l'avance, on leur envoyait l'adresse par texto. Les gens arrivaient au restaurant et on leur prenait leur montre, leur cellulaire. Ils s'asseyaient sur une chaise avec, on faisait des grosses tables communes. Les gens s'assoyaient, on leur donnait, c'était des cartes de baseball à collectionner que je désignais dans le temps parce que je faisais encore du web et du print. Et les gens avaient le menu puis ils le voyaient pour la première fois. Mais il y avait juste une idée. Exemple, un de nos événements, c'était cervelle. Fait qu'ils savaient juste qu'ils allaient manger de la cervelle. Mais il faut dire que Tribe, c'est Trip et les rebuts, en fait. Là. Exact. Fait que dans le fond, le but de Trip et Caviar, c'est on va prendre tout ce qu'on jette et on va essayer de l'amener à un niveau gastronomique, d'où le caviar. Et on faisait toujours des événements, je te dirais, assez osés. Là, on avait des... exemple, cet événement-là, cervelle à l'affaire et ketchup. On avait un de nos dishes, c'était de la cervelle popcorn, mais le tzatziki qu'on servait avec, on mettait du jus de betterave dedans pour qu'il soit vraiment couleur sang. Puis là, on mettait comme une espèce de trace de tzatziki qui sortait des crevettes popcorn. Il y a un dish qu'on avait fait, là. Il y a un dish mémorable que je me rappellerai toujours. À un moment donné, j'ai eu l'idée, je voulais recréer, tu sais, dans Indiana Jones, le service où ils mangent dans une tête de singe. Là. Tu sais, ils sont autour non, je m'en souviens plus. Ça fait trop longtemps. Puis là, tu sais, ils s'en vont, ils sont dans une espèce de sous-sol autour d'une table. Puis là, le gars leur sert une tête de singe, tu sais, il enlève la calotte puis il mange la cervelle. Bien, on a voulu recréer ce service-là. Fait qu'on a pris des noix de coco. On a fait un stir-fry de coco avec de la cervelle. Puis on a mis les deux lobes, là, bien comme du monde sur le dessus. Puis on se fait ça avec la petite calotte sur le side. Ouais. C'était vraiment drôle. Mon gars, écoute, le monde devait capoter. Là. Quand tu servais des affaires comme ça, le monde devait triper bien raide. Là. Écoute, pour un projet qui est né en 2011, là, on sortait vraiment des sentiers battus. Là. On avait vraiment des gens qui nous aimaient beaucoup, mais en même temps, on commençait. Fait qu'on s'entend qu'on faisait plein d'erreurs. On ne savait pas gérer nos food costs. Avant qu'on engage notre première pâtissière, Constance, je peux te dire que nos desserts faisaient pitié en sac. Cette espèce de soufflé, justement, au sang de cochon puis à cervelle, ça n'a jamais marché. C'était... Oh my God! C'était pas si hot. Mais tout ça pour dire que on voulait, tu sais, moi j'ai appris la restauration sur le cul comme ça. Pendant que moi j'étudiais à l'école hôtelière, Jean-Michel lui étudiait à l'ITHQ à Montréal, il était déménagé. Puis lui, il travaillait déjà avec la gang, entre autres, du pied de cochon puis du Growman, le food truck. Fait qu'il travaillait déjà en restauration. Moi, pour arriver, ben, je faisais encore des contrats web sur le side. C'était de la pure passion, mon gars. C'était de la pure création débridée. À un moment donné, on a eu un contrat pour Warner Brothers à Montréal. Puis on a décidé, parce qu'il faisait une soirée zombie versus manga.
Fait qu'on avait on avait des maquilleurs professionnels qui nous ont tous déguisés en zombies, puis on servait juste de la bouffe un peu dégueu, si tu veux. Puis écoute, je me rappelle, je passais 3 semaines à Montréal chez John Mike, je dormais dans le salon. Aïe, aïe. On est allé s'acheter au Chinatown des têtes de veau. On les a fait bouillir. On les a faites après ça au four pour enlever toute la chair puis faire notre propre charcuterie. Et on a découpé de la face de cochon, faire de la porchetta. Après ça, on a tout récupéré les crânes. On les a mis dans le baking soda pour vraiment les nettoyer au four. Puis après ça, je suis allé acheter du grillage, puis j'ai fait une espèce de recréation d'un squelette de genre dinosaure, mais avec les bouts de crâne Ah, mon Dieu. de veau, et on mettait la charcute par-dessus. Puis le service, dans le fond, c'est que sur la charcute, on mettait un petit peu de moutarde, une espèce de... les oignons marinés, puis il y avait des baguettes. Fait que la personne, elle prenait comme la charcuterie avec ses baguettes, puis en dessous, il y avait l'os, tu sais. Fait que c'est comme si elle enlevait des bouts de... C'était complètement capoté. Je t'enverrai des Sauter photos. ben raide. Ben oui, c'est sûr. On était complètement sautés. Puis, tu sais, le montage m'avait pris comme 2 jours à temps plein. Tu sais, cost-wise, ça n'a aucun bon sens. On n'a jamais fait une scène avec ça au début. On ne savait pas en tout comment coster. C'était super beau. Fait que tout ça pour dire que ça m'a réaffirmé dans mon désir que la restauration, c'était ça que je voulais faire finalement à 30 ans. Mais surtout, ça m'a montré à quel point j'aimais le service. Fait que quand on faisait un événement, souvent, puis tu sais, John Mike, 150 000 fois plus talentueux que moi en cuisine, ben, il s'occupait de la cuisine, puis moi, je m'occupais de la salle, et je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça. Fait que là, j'étais rendu à 31, j'ai un second ah, fuck, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu as tout laissé tomber pour la cuisine, finalement, tu n'aimes pas la cuisine. Et écoute, la beauté de la vie, c'est qu'à cette époque-là, on a fait un événement, c'était à la Fabrique sur Saint-Laurent. Et cette soirée-là, il y avait des sommeliers du garde-manger, entre autres. Okay. Puis un autre chef sommelier d'un gros restaurant à Montréal, dont j'oublie le nom. Ils viennent nous voir après le service, puis ils font les gars, pour vrai, là, votre accord mets 20, c'est genre un génocide gastronomique, ça n'a pas d'allure, vous ne pouvez pas servir ça au monde. T'sais. Parce que nous autres, on avait. Pourquoi c'était quoi l'accord mets 20, tu t'en souviens-tu? Ben, tu sais, on travaillait des affaires qu'on n'avait jamais travaillées. Fait que, tu sais, exemple, à un moment donné, on voulait faire de la lèvre de bœuf. Fait qu'on a fait un événement, là, on est allé chercher des têtes de bœuf à l'abattoir. On a découpé les lèvres. Puis là, moi, j'ai ça là, sur mon îlot. Là, dans le temps, j'habitais proche du château Frontenac. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais avec ça? On n'a jamais travaillé ça. Fait que là, on fait, ben, tu sais, on va faire comme un bœuf bourguignon, mettons, classique français. On envoie ça, puis on teste. Fait que déjà, on ne savait pas ce qu'on allait servir. Fait que les accords 20 ne marchaient juste pas parce qu'on choisissait la veille avec un de nos serveurs, tu sais, qui était un serveur super qualifié, mais qui n'était pas sommelier de formation. Et c'est à ce moment-là, en fait, que John Mike a dit, hey, sais-tu quoi? On ne sert plus de vin à nos événements, on va servir des cocktails, man. Ça va être malade. On va faire des accords cocktails, puis ça va nous rendre encore plus original. Edgy. On s'est inspiré d'un groupe à New York à l'époque qui s'appelait les Gastronauts. On s'est dit, OK, on fait ça, on fait des accords cocktails et bouffe. Cette fois-là, on est allé chercher un des anciens pote de John Mike parce que lui, il a travaillé dans les bars plus jeunes. Il était boss boy à Distillery quand il est déménagé à Montréal. Fait que le gars s'appelait Gabriel Bois. Puis il est venu nous voir. On a fait un accord cocktail mais avec lui. Puis c'est vraiment là que j'ai eu mon aha moment. Là. J'ai fait OK, tape. De cocktail. Le gars qui n'aime pas les bars capote sur l'histoire derrière les spiritueux, sur l'histoire des cocktails. Puis en plus, ce qui est le fun quand tu es barman, c'est que tu sers. C'est que dans le fond, tu crées ta cuisine liquide et après ça, ben, tu peux parler avec quelqu'un. Puis je me rendais compte que le service était hyper important pour moi finalement. Fait que ça a été comme la croisée des mondes. C'est que je peux encore faire de la cuisine, mais je ne suis pas enfermé dans un sous-sol qui fait 42 degrés pendant 15 heures à couper des légumes. Clairement. C'était comme le meilleur. C'était comme le meilleur des deux mondes. Et j'ai eu mon aha moment à ce moment-là. Je suis parti sur un coup de tête avec un de mes amis en Inde. Je me suis pogné un livre de cocktail juste avant de partir à l'aéroport. J'ai lu ça là-bas, puis quand je suis revenu, je suis allé voir mes profs en cuisine. Je leur ai dit, guys, je quitte le cours, genre, j'ai trouvé ma voie, je fais d'autres choses. Et tu sais, moi, quand un livre, là, je ne l'aime pas après 20 pages, je ne le finis jamais. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui je comprends là-dessus. Là, j'ai de la misère à finir un livre. Il faut vraiment qu'il soit intéressant.
Mais c'est une Je veux métaphore, juste... c'est-à-dire, tu sais, je voulais pas finir mon cours de cuisine pour dire que je finissais un cours de cuisine. Je savais que j'allais m'en aller ailleurs, donc Tout à fait. j'ai quitté à la mi-année. Ouais. Je veux juste revenir un peu à Tribes and Caviar. Est-ce que c'est moi où vous aviez ouvert un resto à Verdun à l'époque? Oui, Puis est-ce que absolument. ça a un peu, comme tu disais, solidifié ou ça t'a-tu aidé à maîtriser le service? Puis t'étais-tu impliqué dans ce projet-là? Ben, au début, oui. Dans le fond, j'ai vécu les débuts, mais tu sais, c'était quand même de loin parce que moi, j'étais à Québec. Mm-hmm. Mais ça m'a quand même permis de voir tout ce que ça l'impliquait ouvrir un restaurant. Et c'est à cette époque-là, en fait, que quand Jean-Michel a signé le bail, on était en janvier 2013, 2000, je m'en rappelle plus. C'était 2012 ou 2013. Dans Et ces moi, années-là, oui, je me souviens. j'ai fait, écoute, c'est super cool ton projet, mais tu sais, moi, dans le fond, je me suis vraiment découvert un amour sans borne pour la mixologie. Fait que j'ai dit, moi, je vais revenir à Québec, je vais rester à Québec. Puis, tu sais, j'ai quitté le projet à ce moment-là, en fait. Fait que j'ai assisté à tout jusqu'à l'ouverture. J'ai fait l'ouverture du restaurant, notre première soirée officielle. Puis après ça, je suis revenu dans mon T'es petit bateau revenu. Cool. pour continuer, dans le fond, à l'atelier. Oui, tout à fait. Puis, ouais, c'est ça. Mais là, avant d'aller à l'atelier, t'es-tu allé. Là, t'es parti en voyage, t'as fait un tour du monde? Oui, dans le fond, ce que j'ai fait, fait que là, on se rapporte, là, dans le fond, mon aha moment, c'était en Mm-hmm. novembre 2011. Je quitte pour l'Inde en décembre 2011, juste avant Noël. Désolé, maman, j'ai manqué Noël 2011. Et, je suis parti là 3 semaines. En revenant, j'étais convaincu que je voulais être barman. Fait que je commençais à lire des livres en attardé. Je m'en ai commandé des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et tellement, en fait, puis je montrais tellement de photos des événements Trip et Caviar à mes professeurs de cuisine qui pensaient qu'avant d'aller en cuisine, j'étais barman. Parce que Ah, moi, ça ouais. a l'air de rien, là, mais je parle pas beaucoup d'envie de moi. Là. Tu sais, je suis pas quelqu'un fait que je suis pas Ben quelqu'un là, t'es qui là va pour ça en ce jaser moment. Fait que... énormément. Ben voilà. Et, et donc, mes profs ne savaient pas vraiment ce que je faisais avant. Ils ne savaient pas que j'étais au gouvernement. Personne ne savait rien. Donc, tout le monde pensait que j'étais barman. Fait que c'est là que j'ai eu mon premier gig en avril en avril, fin avril, avec Louis Turmel dans le temps. Ouais, Berco Louis qui fait maintenant des Berco, toiles. exact, qui fait des toiles. Berco, à l'époque, avait entendu parler de ses anciens profs en pâtisserie, qui avait un kid de pâtisserie-cuisine qui était barman. Fait qu'il m'a appelé pour m'engager pour que je le remplace 3 semaines sur 6 euh, au Ginger. Ah, Parce que ouais. lui, il y avait un gig de mixologie les jeudis soirs. Il a là. Fait que là, il m'appelle, puis il dit, hey, t'es barman? Oui, je suis barman. Il dit, OK, je te donne le gig. Moi, j'avais besoin de sous, mon gars. Là, j'étais en déterrette. Je venais d'aller, j'avais fait le Japon. C'était après l'Inde, j'ai continué à me promener pour aller visiter des bars. C'est comme ça que je me suis instruit, dans le fond. Puis à cette époque-là aussi, je faisais, Isaac m'avait full influencé, là, puis j'avais commencé à faire de la promotion de bar. Fait que je faisais des soirées au Voodoo, les vendredis soirs. Ça, le Voodoo, ça, c'est l'ancien au Maurice. Ça, c'est le restaurant du Ouais, Maurice sur exact. Garde-Allée. Ouais, ok, je me Exact, le souviens. Voodoo à l'époque. Puis je faisais de la promotion de bar, puis je leur avais demandé si je pouvais pas aller en arrière du bar une fois de temps en temps, tu sais, mais il y avait Berg, c'était pas du free pour, là, tu sais, mais j'avais commencé à m'amuser là. Fait que tout ça pour dire que j'arrive à mon premier gig au Ginger avec Sarah Charbonneau, que tu connais, qui elle Absolument. était ici, là, qui faisait l'animation. Puis là, moi, tu sais, je suis dans le imposteur bien raide. Je dis, oh, oui, je suis barman. Puis là, dans le fond, j'avais envoyé les recettes, puis je les avais écrites sur un post-it. Puis j'avais collé les post-it en dessous du bar. Puis des fois, j'allais chercher de quoi en dessous, là, genre, j'allais chercher de la glace. Là, je checkais les recettes pour m'en rappeler. T'es pas sérieux. 1 heure avant le premier gig, j'avais écouté un YouTube pour savoir comment faire du free pour avec mes bouteilles. Comment verser les bouteilles, là, comment verser le liquide de eau, puis 1, 2, 3, 4. Et écoute, les gens n'ont rien vu aller parce que à cette époque-là, la mixologie, c'était pas super gros, vraiment pas gros à Québec. Fait que j'avais l'air, je connaissais donc bien des affaires, mais c'est juste que j'avais lu des livres. Puis j'ai fait plein de mouvelettes et le monde pensait que c'était du freestyle, du fair, whatever. Fait que j'ai commencé là. puis J'ai fait une couple de jeudis là, jusqu'à l'été. Puis c'est là que l'atelier est rentré, en fait, est entré en. mais tantôt, tu as parlé de Berco, puis Berco, on va l'appeler Louis Turmel. Là.
de son vrai nom. Lui était gros impliqué dans Made with Love, qui était qui est toujours la grosse compétition de cocktail au Canada. Puis je pense qu'ils sont un peu partout dans le monde. Là. Toi, tu y as Ouais. participé, hein? C'est-tu par l'entremise de Louis? Non, en fait, ce qui est arrivé là, à cette époque-là, c'est que Louis Turmel avait été engagé avec Marc-André Filion par Fabio et Jonathan de l'atelier pour faire leur première carte parce que l'atelier était en train d'ouvrir. Moi, ça donne qu'à l'époque, je travaillais aussi pour une boîte qui s'appelle O2 Web. Je faisais de la pige pour eux autres. Et Charles, le président, est un bon ami, puis il a décidé de m'engager parce qu'il y avait eu un nouveau mandat pour faire un brainstorming avec Fabio Monti lui-même pour son nouveau restaurant. Mm-hmm. J'arrive au Savigny, tu sais, Fabio est en train de manger une pizza sur le coin de la table. Puis là, je m'assis comme consultant web pour lui donner des idées sur son menu de cocktail. Puis lui, il n'a aucune idée que je suis mixologue. Fait qu'on a eu comme un premier, mixologue, esti. J'avais jamais vraiment travaillé, on s'entend, mais j'étais passionné. Ouais. Fait que tout ça pour ça qu'à un moment donné, Louis a dit à Fabio, hey, le gars que tu as engagé comme consultant, là, il fait du bar pour moi. Jonathan a entendu ça, Fabio, ils m'ont appelé les deux, ils m'ont pas lâché. Ils ont dit, Pat, on veut t'avoir en entrevue, rentre à l'atelier, on veut démarrer ça. On a entendu que des bons mots de toi, de Louis. Fait que j'ai fini par flancher justement au Made with Love. Donc, je suis allé au Made with Love les aider parce que Louis, dans le fond, faisait la compétition, représentait l'atelier. Ça, c'était en 2012. L'atelier n'était pas ouvert encore. Et Louis, dans le fond, représentait l'atelier. Puis, il faisait un cocktail avec, on avait fait une espèce de crème glacée au cigare et au bourbon. Donc, infusé au tabac de cigare. Puis, étant donné que j'étais cuisinier, j'avais déjà joué avec l'azote liquide. Il a dit, Pat, ça te tente-tu de faire la crème glacée pendant le show? Fait que j'étais venu l'aider, tu sais, juste pour vivre l'événement puis donner un coup de pouce. Puis c'est là que Jonathan m'a pris dans entre quatre murs puis il dit, là, toi, là, je te lâche pas. C'est quoi ton numéro de cellulaire? Tu viens à l'atelier. C'est vraiment Jonathan qui a pas arrêté de me talonner. Donc, ça a probablement été le meilleur move de ta vie, finalement. By far. Là, quand tu dis arriver à la bonne place au bon moment, j'étais pas le premier mixologue à Québec, mais j'ai été le premier qui a travaillé dans le premier bar, en fait, puis que j'ai tout fait, en fait, pour... J'étais tellement passionné, mon gars, t'as aucune idée. Là, quand l'atelier a ouvert, on a fait une entrevue pratique. Là, c'était vraiment une mystery box. Là, tu rouvres une boîte de Saint-Hubert, puis là, dedans, il y a des ingrédients. Tu as 10 minutes pour un cocktail. Moi, quand j'ai fait l'entrevue pratique, personne n'avait demandé mon CV. Puis j'ai fait une espèce d'old fashion, vanille, hibiscus et cannelle. Puis là, le monde était comme, what the fuck? Tout le monde faisait des cosmos avec des quartiers de lime dessus. Tu sais. Il voulait être full pété, puis c'était péteux de ça. brou, puis toi, tu as juste fait un truc très classique. Très classique, mais qu'à cette époque-là, c'était vraiment... on n'était pas là, tu sais. Et quand il y a eu un retard pendant le festival d'été, ce qu'on faisait, tous les bartenders ensemble, on s'est dit, on va aller pratiquer nos cocktails pendant l'après-midi. Fait qu'on se rejoignait toujours à l'atelier. Il n'y avait pas de leader vraiment ou de personne en charge, à part Jean-René Lebel, qui était le bras droit de Joe puis Fabio, parce qu'il travaillait déjà pour eux au Savigny. Fait que c'est vraiment Jean-René qui leadait, mais Jean-René était serveur avant. Et là, moi, j'ai vu que tout le monde avait l'air d'avoir des gros points d'interrogation d'en face, autour du bar, pendant qu'on pratiquait les cocktails. Puis là, j'ai fait, OK, t'as peu, ils ne savent pas refroidir leur martini, ils ne savent pas c'est quoi un stir, ils ne connaissent pas leur vrai classique. Fait que je suis rentré dans le bar. J'ai dit, guys, voulez-vous que je vous montre à faire un old fashion, à faire ci, à faire ça? J'ai comme pris la POC, mais en pur imposteur, je n'avais jamais travaillé dans un resto de ma vie. Là. On s'entend, tu sais, trip et caviar, c'était... On louait un resto, c'était un événement. Mais tu avais la confiance j'ai comme pris la balle de au le faire. C'est ça qu'il faut. Surtout, je pense, ouais. Mais tu sais, c'est comme je dis, quand le poisson ne sautera pas dans la chaloupe, je le dis tout le temps. Il faut que tu ailles le chercher. Fait que, en général, dans la vie, il y a un train qui passe, une opportunité, puis il y a juste toi qui peux aller la chercher. J'aurais pu pas le faire, rester passif, et j'aurais pas été vu comme le précurseur au jour 1. Parce que là, tout le monde venait de se référer à moi, puis ce qui était drôle. Tu connais aussi Yuri Feuilletot, qui faisait partie de la première vague, peut-être, un de nos barman. Yuri, je travaillais beaucoup avec lui au début. Puis à chaque fois que quelqu'un me demandait un abricot brandy sour, un Blue Lagoon, un melon ball, je savais pas c'était quoi. Classique, là. Mais tu sais, les vieux classiques des années 80 de la mort du cocktail, moi, je savais pas c'était quoi. Fait qu'à chaque fois, je fais hey, d'autres, je viens de me faire commander un autre cocktail fluo, c'est quoi la recette? Parce que je la connaissais pas tout. Fait que c'était super drôle.
super drôle parce que, tu sais, moi, les gars, il y a quelqu'un qui vient de me demander un vieux carré, c'est quoi cette affaire-là? Moi, j'ai sorti la recette de même. Mais tous les cocktails fluo, c'était tellement drôle. Fait que j'ai vraiment appris sur le tas, mais complètement. Je ne savais pas comment utiliser Maître D. Je savais Ça pas. s'apprend. Ouais, ça s'apprend. Mais ce qui est très drôle, c'est que vu que je t'ai vu un peu comme une figure d'autorité à partir du jour 1, ben, mes autres copains barman me disaient: Ah, Pat, c'est beau, tu sais, ferme la caisse, parce que souvent, c'est le privilège du gars qui close. Je comprends. Mais moi, je savais pas comment fermer une caisse. Oh boy. J'avais jamais fait ça de ma vie, tu sais. Puis quand le monde disait: Tu travaillais où avant? Je disais: Je travaillais au Vaudou. Je me suis jamais posé plus de questions. Fait que je disais au gars: Ah, regarde, c'est correct, je vais faire le ménage. Je suis un team player. Moi, ferme la caisse. Moi, je vais torcher. Tout le monde était super content. Fait que j'ai torché tout l'été en regardant de même et en posant des questions niaiseuses. T'sais. Ah, au Vaudou, on faisait pas ça de même. Puis, hey, man, fait que j'ai torché sur le cul. Jusqu'à temps que Fabio, à Noël 2012, ça fait 6 mois qu'on est ouvert, il vient me voir et il me dit Écoute, Pat, des fois, tu es vraiment weird sur Maître D, comment c'est long pour être un shooter, mais il dit on est vraiment content de ton service, puis on trouve que ton esprit créatif est malade. Il dit t'accepterais-tu de devenir notre chef mixologue puis de signer la carte l'année prochaine? Moi, je suis comme OK, femme, il faut vraiment que je te dise de quoi. Il faut vraiment boy. jamais travaillé en restauration avant. J'ai jamais été boss boy, j'ai jamais été serveur. Là, il est juste parti à rire, puis il est parti, puis il dit c'est beau, t'as la job, puis il a continué à faire ses affaires. Mais le gars, il savait qu'est-ce que tu avais à offrir. Il connaissait le gars, il a appris à te connaître. Fait que, rendu là, il était probablement déjà vendu, puis il savait que tu allais faire le travail. Sinon, il ne te l'aurait jamais offert. Puis, ça t'a ouvert une porte incroyable. Exact. Puis, je pense que la vie fait bien les choses parce que le fait que j'ai travaillé une couple de fois à Montréal en cuisine, ça m'a tellement aidé parce que le bar, moi, je voyais ça comme un champ de bataille, c'est l'armée. Puis quand on a commencé à ouvrir l'atelier, là, on n'était pas prêt au love qu'on a eu, c'était trop petit. Le bar était énorme, mais il y avait trop de place, trop d'étages, la terrasse dehors. Fait que moi, quand on a commencé, j'ai mis en place un système de brigade comme en cuisine. Fait que j'ai dit, toi, tu t'occupes des bons puis des garnishes, toi, tu vas porter les verres, toi, tu shakes, toi, tu coules. Puis c'est de même qu'on arrivait à sortir des 1500, 2000 cocktails par jour. T'sais. Parce que justement, j'ai mis une rigidité parce qu'on n'avait pas beaucoup de place. Puis le but, c'était de faire le moins de pas possible. T'sais, on est parti de zéro, mon gars. Le choix des spades, comment on mettait les spiritueux en ordre. C'est tout moi qui ai mis ça en marche au début parce que je disais, toi, si tu décides de mettre la chartreuse au bout, puis moi, je suis habitué de la mettre en avant, on ne se retrouvera jamais, on va perdre la vitesse. Fait que j'ai mis des petites étiquettes partout. J'ai dit, regarde, toutes les vodkas sont là, toutes les gins. Je pourrais te refaire le bar de 2012 demain matin, man, en ordre, des bouteilles qu'on fait. C'est complètement fou. On a gagné en rapidité énormément grâce à ça. Mais oui, ça a été. C'est des méchants bons souvenirs. L'atelier, ça va toujours en être. C'était vraiment cool. Parle-moi donc un peu. On va juste revenir un peu de l'époque Made with Love. Tu as participé plusieurs fois. Tu as gagné d'ailleurs. Oui. Tu as réussi à voyager un peu grâce à ça. Est-ce que tu es allé en Outre-mer ou tu es resté au Canada? Écoute, j'ai tellement voyagé. Là. Si quelqu'un m'avait dit à 22 ans, 23 ans, écoute, deviens barman, tu vas faire le tour du monde, qui était mon rêve de petit gars depuis le début. J'aurais fait voyons, toi. Puis j'aurais arrêté tout ce que je faisais, puis j'aurais été me pratiquer avec des bouteilles. Ce qui est vraiment, quand je dis que je suis chanceux puis privilégié, fin du monde, là, c'est que c'était le premier gros bar à cocktail à Québec et toutes les brands ont commencé à porter un énorme intérêt envers l'atelier. Et à tout bout de champ, il y avait des ambassadeurs, des directeurs des ventes de Toronto qui débarquaient au bar, puis moi, je les servais. Et ces genre gens-là, Maker's Mark, Campari, tous les gros noms. Tous les gros brands. Made with Love est connecté avec ces gros brands-là aussi, fait que ça l'a aidé énormément. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé par Made with Love, mais j'ai tellement aimé la compétition, je n'ai tellement fait que là, dans le fond, à un moment donné, il y a un gars qui débarque de Bacardi. Bacardi, OK, c'est une grosse compagnie, ils ont beaucoup de brands, ils ont Patron, ils ont Grey Goose. Et il s'assied et il dit, Pat, il dit, je t'aime d'amour, j'adore ce que tu fais ici. Serais-tu game de venir à Montréal la semaine prochaine? On fait une compétition, ça s'appelle Grey Goose Pour Master, puis je veux t'inviter, tu serais le seul de Québec ever, parce que nos compétitions de mixologie, c'est juste avec du monde de Montréal, tu serais le premier. Aïe, aïe. Je dis, ah oui, man, ça me tente tellement. Puis je venais de gagner Made with Love. On est en 2014, donc ça fait 2 ans que je suis à l'atelier.
Je venais de gagner prix du jury, prix du public avec la gang de Made with Love. Là, je disais, écoute, ça me tente. Moi, je suis full motivé, mon gars. Je vais te faire de quoi? J'arrive à la compétition, je gagne. Fait que là, est-ce que le monde de Montréal capotait? non, il dit, First, t'es qui, toi? T'es qui, Chris? What the fuck? Fait que c'est malade parce que le réseau des barman du Québec, là, les gens sont tellement proches. Tu sais, oui, comme dans tout domaine, il y a de la compétitivité, puis il y a de la jalousie, tout ce que tu veux, mais écoute, tous les barman de Montréal, là, tu sais, les gros joueurs, là, les gars qui sont arrivés 16 ans avant moi, là, tu sais, Drao, Manny Vidal Junior, Fabien, ils m'ont tous appelé. C'est comme, hey man, c'est bien cool ce que tu as fait. On se prend un verre quand tu viens à Québec. Manny est descendu avec Manu Ruiz et une couple de bartenders. Ils sont venus à Québec me voir à l'atelier. Juste, hey, good job, man. Ils sont même venus à mon lancement de livre 6 mois plus tard, en 2014, quand j'ai lancé mon premier livre. Vraiment une belle famille et ils m'ont beaucoup supporté. Fait que ça a été un été fabuleux pour moi parce que là, tout de suite après, ben, il y a la gang de Beefeater qui a entendu parler de moi. À l'époque, l'ambassadeur de Beefeater puis d'Absolute, c'était Mario D'Amico qui a lancé les spiritueux Iberville, qui a fait la marmelade et tout ça. Donc, Mario m'invite à moins familier. Donc, à une autre compétition, ben, ceux qui trippent alcool vont savoir c'est qui Mario. C'est un grand personnage dans notre industrie. Et là, je fais Beefeater Mix London. Je gagne encore. Fait que là, ils ont fait, j'ai comme gagné 3 fois en ligne les 3 compétitions que j'ai faites dans l'été en 2014. Puis là, je suis allé compétitionner à Toronto. Ça a été mes premiers moves, donc avec les gagnants de chacune des provinces. C'est là que j'ai fait mes premières armes, que j'ai rencontré plein de gars complètement exceptionnels. Mais tu sais, cet été-là, le plus beau cadeau, c'est que la compétition Beefeater, les contestants se jugeaient entre eux autres aussi. Fait que non seulement j'ai gagné la compétition selon les juges, mais j'ai eu le premier prix aussi de mes pairs. Fait que ça a été comme un gros love que j'ai eu à mes débuts. Là, ça faisait 2 ans que j'étais en arrière du bar. Ça a été vraiment fabuleux. Et là, j'ai pogné la piqûre des compétitions. Je me suis mis à m'inscrire à toutes les compés. Et les brands en ont entendu parler. Puis là, j'ai commencé à gagner au niveau canadien avec le cognac Courvoisier, puis aller compétitionner au monde à Paris. Campari a commencé à me voir aller. Puis là, j'ai commencé à être invité, écoute, au Mexique, en Italie. Puis j'étais tout le temps dans l'avion. Comment ça fonctionne, mettons, en termes de compétition? C'est-tu, vu que c'est Campari qui organise, exemple, la compétition, tu es obligé de prendre du Campari ou... OK, parfait, je comprends. Puis aujourd'hui... Chaque portefeuille ont leur style de compétition. Là. Ça varie dans la forme, dans qu'est-ce qui est jugé, dans qu'est-ce qui va mériter des points. Mais c'est vraiment des compétitions qui sont organisées par les marques. Fait qu'eux, bien évidemment, ils veulent te donner beaucoup aussi d'enseignements. Tu sais, quand, mettons, Patron t'invite au Mexique à Jalisco pour aller visiter les plantations d'agave, c'est aussi pour te donner plein d'outils pour connaître ce spiritueux-là à l'avenir puis pouvoir mieux en parler. Mais c'est aussi une forme de promotion pour la marque, on ne se le cachera pas. Fait que, tout dépendamment, mais ça a toujours à peu près le même cadre, là, c'est que tu dois faire un cocktail original qui peut être très simple, très compliqué. Tu es devant des juges, tu le fais devant eux et tu es jugé sur ta technique. Est-ce que tu trembles? Est-ce que tu en as renversé à côté? Et aussi sur le goût, sur le look, sur l'histoire qui est en arrière. Puis je te cacherai pas que plus tu es fou, plus tu es original, plus tu as de panache, puis quand tu décris, tu es un peu trop motivé, ça va énormément aider à la fin. Là, c'est vraiment... D'ailleurs, maintenant, le trend dans les compétitions, c'est que ça devient hyper normé parce que on a beaucoup abusé de ça. Il y a des gars qui... C'est trop capoté, là. Il y avait quasiment un 2x4 rempli de stock pour faire la déco autour puis l'univers. Fait que, à un moment donné, c'est devenu vraiment too much. Mais c'est une très belle façon de te faire reconnaître par les marques et te faire inviter. Comment est-ce que tu trouves la nouvelle? Parce que, veux pas, Made with Love, ça existe toujours. De grosses compétitions. Je pense que la personne qui organise ça s'appelle P.O. Trump, si je ne m'abuse. Y es-tu encore impliqué? Est-ce que tu trouves que la génération du cocktail qui s'en vient a de quoi offrir de plus haute ou justement c'est peut-être rendu trop
dans un moule? Ben, moi, je trouve que, ben, tu sais, premièrement, Made with Love a fait plus que quiconque pour démocratiser le cocktail. Là. Je veux dire, la première fois, Sûrement. je savais même pas c'était quoi un mojito. Tu sais. Fait que quand je me suis fait servir un Bloody à pizza, je comprenais rien. Ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Moi, je pense qu'il y a une chose qui frappe beaucoup notre industrie, mais comme beaucoup d'autres autour, qui vient vraiment avec la génération. Puis je peux pas, je suis de cette génération-là, là, tu sais, je veux aller vite, je veux que ça aille vite. Et je trouve que les gens en général veulent aller vite. Ça, c'est vrai. On est dans une génération, excuse-moi, j'ai échappé mon stylo, là. Dans une génération comme on a, je le trouve pas. Comme dans. Bon, OK, il est là. C'est vrai que dans une génération d'aujourd'hui, la rapidité, ça prime. Tu le vois dans tout. Là. Mais tu sais, j'imagine. Vas-y. Moi, excuse, je te coupe tout le temps. Non, je suis tellement dans ma tête. Moi, j'aime ça, moi. Mais je pense qu'en général, c'est les bases. Tu vois, il y a des cuisiniers qui sortent de l'école, puis c'est déjà écrit chef dans leur LinkedIn. Le mot mixologue est excessivement galvaudé, mais à un point tel que les gens se sont mis à haïr le titre. J'ai déjà écrit beaucoup là-dessus. Pour moi, un mixologue, c'est comme un chef cuisinier. Puis la seule affaire qui va te donner qui va pouvoir te donner cette mention-là, c'est le temps. Je dis souvent, c'est quoi qui équivaut à 10 ans d'expérience? 10 ans. On pourrait peut-être comparer ça au monde des sushis, j'imagine. Maintenant, les sushis, c'est ultra commercial. Tout le monde est sushi-man. Mais Dieu sait que les vrais chefs sushis, ils mangent leur bas pendant plusieurs années avant de pouvoir rouler un maki. Oui, mais les Japonais, c'est une culture que je respecte énormément, mais eux autres sont vraiment à l'autre bout du spectre. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire d'espresso les 5 premières années parce que c'est trop tough. Fait que tu peux juste servir des lattés parce que le lait camoufle les notes de l'espresso. Juste dans le bar, un barman à Tokyo ne peut pas toucher au shaker les 7 premières années. Voyons donc. OK, fait qu'ils ont une technique de 3 ans, puis après ça, les 4-5 premières années, ils regardent le maître mixologue faire. Eux autres, ils n'ont pas le droit de toucher. Ils font juste te servir ton eau, prendre ton manteau, t'assigner à ta place, puis regarder l'autre travailler, puis prendre ta commande. T'sais. Fait que c'est vraiment un autre. On s'entend si c'est un autre extrême, mais quand même, je dis souvent, on vit en plus à une époque de mésinformation totale, c'est-à-dire que on prend plus le temps de vérifier nos sources, on prend plus le temps de vérifier ce qu'on dit, on regarde quelque chose qui a été écrit sur Facebook, puis on prend ça comme du cash. Fait que, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de gens qui se passionnent, peu importe que ce soit pour la cuisine, la mixologie, le vin, et qui disent franchement n'importe quoi. Fait que c'est juste de se ramener à être un petit peu humble, se ramener à la base. Si tu n'es pas capable de faire un bon daiquiri, par exemple, juste bien simple, tu n'es pas prêt à mettre 15 ingrédients puis à mélanger de la salsa pareille avec du basilic. T'sais. Fait que c'est vraiment juste d'avoir l'humilité de dire je veux apprendre aussi de quelqu'un. Moi, j'avais pas accès à ça quand j'ai commencé, mais j'aurais donc bien aimé ça, avoir un mentor comme Manny ou Fabien à mes débuts, mais j'étais à Québec. Donc, c'est plus difficile. Puis de reconnaître aussi cette force-là quand tu as accès à un vrai maître là, qui peut t'enseigner parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de n'importe quoi. Il y a beaucoup de passion aussi. Là, on voit des groupes apparaître partout. Les gens sont super motivés. Ils s'intéressent au spiritueux, ils s'intéressent à la mixologie, mais ça va trop vite. Et je pense que c'est un mal de notre génération, là, la génération réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bullshit qui s'écrit un peu partout et qui se dit. Puis ça finit beaucoup par teinter à long terme. Juste le monde journalistique a été très frappé par ça. Là, toute leur éthique par rapport aux sources, etc., c'est encore tellement important parce que tout le monde peut dire n'importe quoi et on peut les croire. Même dans le monde du sport, moi, à mes débuts, je me suis pas semi-proclamé, mais j'ai couru mon premier ultra-marathon, puis ça va revenir un peu dans ce que tu disais. J'ai couru mon premier ultra, j'ai fait 65 kilos. Puis là, j'ai tout de suite mis sur Instagram athlète. Là, je me suis dit, je suis vraiment. Là, finalement, après recul, je me suis dit, je ne suis pas vraiment un athlète tant que ça. Je suis un athlète amateur.
Puis là, aujourd'hui, il est encore là, mais tu sais, là, j'ai gravi un peu les échelons. Je me considère encore comme athlète amateur, mais tu sais, Ouais, j'aurais ouais. peut-être pas dû l'écrire aussitôt que ça. J'aurais peut-être pas dû me proclamer aussitôt athlète, parce que Dieu sait, je ne suis pas un Charles Philibert Thibouteau qui a cours des 1500 mètres à Rio 2016. Tu sais, je suis pas ça. Mais je comprends tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, tu tires ton épingle du jeu. Mais notre génération, on est souvent sur on pèse sur le piton assez vite. Là, Ouais, ouais, ouais. puis pour venir au Japon, là, Ouais. tu disais que ça prenait peut-être 3 ans, 4 ans avant de pouvoir toucher à n'importe quoi. Comment est-ce que le cocktail là-bas se situe? C'est-tu bon? Sont-tu extraordinaires? T'sais? Écoute, c'est tellement différent. Puis, tu sais, moi, je suis pas capable. Il y a 3 pôles de la mixologie. Là. C'est New York, Londres, Tokyo. Puis, je suis pas capable de choisir. S'il faut vraiment que je tranche avec une lame à sa gorge, je vais te dire que Londres est ma ville préférée pour le cocktail. Mais c'est très différent. Dans le fond, les Japonais sont intéressés par la perfection. Et donc, au lieu de travailler sur 1500 idées et faire une carte à 26 cocktails, ils vont passer 6 mois à essayer de comprendre comment le pina colada est fait puis comment ils pourraient faire le meilleur. Aïe, aïe. Pas en rajoutant d'autres ingrédients, mais juste en comprenant la chimie, comment je vais faire. Puis moi, ils m'ont réveillé sur plein de trucs. Tu sais, je me rappelle, j'étais assis au bar de Ueno, là, qui est une des plus grandes figures du bartending japonais. Puis on discutait justement sur la pina colada parce que c'est une des discussions qui m'a frappé. Puis il m'a dit, tu sais quoi le problème avec la pina colada? Il dit, c'est l'eau. Il dit, l'eau enterre toutes les saveurs vu que le cocktail est frozen. Fait qu'il dit, moi, ce que je fais, il dit, c'est je prends mon ananas, je fais ma purée fraîche, je la congèle, puis c'est avec la purée d'ananas que je fais ma pina colada, puis je rajoute pas de glace. Il n'y a C'est aucune tellement glace. logique, là. C'est plein de petits trucs comme ça, mais eux autres, ils vont perfectionner. Écoute, les gars prennent 15 minutes pour faire un scotch and soda. C'est juste du whisky avec une belle lame de glace puis du soda. Mais ils vont perfectionner chaque étape. Fait après ça, une fois qu'ils ont perfectionné le cocktail, ils se rendent compte que c'est pas le cocktail qui compte, c'est tout ce qui va autour. Fait que là, ils vont perfectionner la façon qu'ils t'accueillent, la façon que tu es reçu au bar. Ils vont perfectionner c'est quoi les phrases qu'ils vont utiliser pour te rendre à l'aise. Ils vont perfectionner la façon de tenir leurs outils pour que tu aies le plus beau show de ta vie. Et ils vont tout perfectionner jusqu'à la fin. Donc, on va à Tokyo pour goûter à l'essence des classiques, mais c'est pas là que tu vas te faire servir un cocktail dans un totem en bois avec 36 garnitures, puis l'espèce de côté hyper flashy que j'adore de Londres en passant. Là, il y a quelque chose de démesuré et de sexy dans ce qu'ils font à Londres, mais c'est complètement différent de ce qu'ils font à Tokyo. Puis tu vois, à New York, ils sont beaucoup dans la création, mais New York, il n'y a aucun flafla, il n'y a pas de garniture. Tu as une super belle glace, un super beau verre, organise-toi avec ça, puis on n'ira pas plus loin. Fait que c'est des styles très différents. Ben ça, on dirait que ça me surprend pas. New York, pour moi, dans ma tête, c'est très classique. Ouais. New York, ça sonne classique. Fait que, un old fashion à New York, je m'imagine boire un bon old fashion à New York. Ah, c'est sûr que la culture là-bas, elle est. Écoute, je vais à New York à tous les ans pour continuer à m'inspirer. Des fois, je refais les mêmes bars à chaque fois. Des fois, j'essaie d'en découvrir. J'ai eu la chance d'y aller cet automne avant la crise pour en faire une petite tournée. Mais c'est vraiment incroyable à quel point tu peux devenir humble en te disant, hey, sais-tu quoi, dans le fond, ce qui est important de mon métier, c'est quel vermouth je vais associer à quel gin pour faire le meilleur dry martini, puis that's it. C'est pas plus compliqué que ça, dans le fond. Tu sais, c'est juste d'aller comprendre ce que tu bois, d'aller comprendre les spiritueux. C'est pour ça que je trouve que le mot mixologue vient trop vite. C'est que si tu n'es pas capable de me parler du produit que tu me présentes, par exemple, je ne sais pas, moi, tu sors un cognac courvoisier. Si tu ne sais pas comment, si tu sais pas comment le cognac courvoisier a été créé, si tu n'es pas capable de me nommer les 3 cépages qui rentrent dans la confection du cognac, comment marchent les coopératives là-bas, c'est quoi le bois qui est utilisé pour faire vieillir, donc le bois de Limousin qui est vraiment un chêne local. Si tu n'es pas capable de me parler de l'histoire de Courvoisier, que dans le fond, c'était des gars qui faisaient la traite et l'échange de bouteilles pour l'empereur Napoléon. Puis c'est pour
disent que c'est le cognac de Napoléon. Si tu n'es pas capable de me dire qu'en 1889, ça a été le cognac officiel de l'inauguration de la Tour Eiffel, puis après ça, si tu n'es pas capable de me dire que ça goûte les fleurs blanches, le chêne avec une petite pointe résineuse à la fin, puis que ça va bien fitter avec tel vermouth, t'es pas un mixologue, dude. T'es un bartender, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est comme un DJ puis un producteur de musique. Oui, exact. Fait que, je te dis... Vas-y. Ou un. Non, mais c'est comme, comme un sommelier. Puis... Ah, mon Dieu. C'est comme un sommelier pour le vin, un mixologue pour le cocktail, tu sais. Voilà, tu sais, fait il faut que tu perfectionnes. Il faut que... C'est des années. Tu sais, moi, là, pendant le confinement, 1 à 2 fois par semaine, je sais que c'est tôt, mais c'est là que mes papilles sont le plus ouvertes, mais je m'assieds à 11 heures, puis je me claque une dizaine de bouteilles, puis j'essaie d'éveiller mes sens. Fait que c'est beaucoup de passion, beaucoup de pratique, et ça prend aussi une rigueur. C'est pour ça que les experts, en général, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi importants, peu importe le domaine. Il faut vraiment se fier sur ces gens-là par rapport à leur pedigree, leur passion, puis qu'est-ce qu'ils font. Et c'est ces avis-là qui comptent le plus. C'est sûr et certain que, je ne sais pas, moi, parce en dehors de la gastronomie, je suis un peu déconnecté parce que je suis vraiment spécialisé. C'est bien correct. Je ne sais pas quel coureur ou quel athlète sur lequel je pourrais me reposer pour prendre des trucs pour commencer. Exemple, la course, c'est quoi tous les mouvements du pied. Je pense qu'en général, il faut juste s'assurer que on soit bien informé sur le métier ou sur sur les produits en général aussi. C'est important. Mais en même temps, écoute, je suis le pire, là, parce que j'étais un fucker, là, j'ai commencé puis avec un titre que je ne méritais pas. Puis je suis allé plus vite. Puis tu sais, je me suis nommé mixologue dès le début parce que j'étais full inspiré par Dale DeGroff, qui est le gars qui a tout remis les cocktails classiques sur la map à New York dans les années 90. Puis j'aimais le titre, je trouvais que ça fitait avec l'atelier et avec ce qu'on essayait de faire pour casser avec l'image de Grande Allée standard nightlife. Mais tu sais, je suis le premier qui a voulu aller trop vite, qui a voulu gagner trop vite, mais en même temps, je me dis n'importe qui est ultra passionné va aller 3-4 fois plus vite que tout le monde parce que ça va devenir une obsession, puis il va faire ça de ses journées. Tu sais. Pareillement pour moi, tu t'allies aussi avec les gens qui sont meilleurs que moi, tu sais, meilleurs que toi d'ailleurs. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, je le disais tantôt, un peu comme toi, moi, j'ai couru mon premier ultra, je me suis dit, ah, man, je suis un athlète, that's it. Puis là, à un moment donné, avec introspection, tu te dis, ben non, moi, c'est ça que je veux devenir. Je veux devenir un athlète. Toi, tu voulais devenir mixologue. Tu as travaillé pour devenir mixologue. Et là, tu es rendu mixologue. Tu sais, le chemin qu'on prend, c'est pas tant grave, c'est où est-ce qu'on y arrive, puis si on colle à ce qu'on aime. Tu sais, je pense que c'est ça qui est important de la chose. Là. Puis, écoute, on s'éparpille un peu, mais c'est pas grave, c'est top intéressant. Quand tu es. Là, tu es parti avec. Là, je sais que tu as Ophélia maintenant. Je suis co-actionnaire avec les gars. Ouais. T'as des parts dans... Ah, mon gars, hein, comment tu gères ton temps au day-to-day là, avec toutes ces affaires-là? Tu as Monsieur Cocktail qu'on n'a même pas parlé encore. Puis qu'on pourrait je pense qu'on pourrait encore faire 1 heure, puis on aura encore à jaser. Hein? C'est vrai, parce que c'est le fun parce que côté entrepreneur, tu vois, je me considère pas comme un entrepreneur à proprement parler encore. Je suis en train de faire mes dents. Je suis à des kilomètres de gars comme Dominic Brown. J'ai vraiment, pour moi, là, je suis en apprentissage. Oui, j'ai ma compagnie, oui, c'est moi le président, c'est moi le fondateur, mais j'essaie de trouver un peu l'humilité que j'avais pas quand j'ai commencé derrière le bar. Mais oui, en fait, moi, je suis un motivé, je suis un passionné, ça peut me causer des problèmes. Fait que, oui, j'ai voulu, pour moi, c'était important d'investir dans l'atelier parce qu'on a grandi ensemble. On a fait, notre histoire est intimement reliée. J'ai commencé avec eux. J'ai appris énormément des gars. Donc, je reste dans le groupe, mais je suis plus en mode création de recettes et formation. Je suis plus distancé par rapport à ces restos-là. Nénuphar, c'est moi et Isaac qui rêvent de speakeasy parce qu'on adore faire des speakeasy quand on va à New York. On veut ouvrir le premier à Québec.
Puis on va ouvrir un petit bar de quartier vraiment simple, le genre de bar qu'on aimerait aller. Puis ça a pogné sur une couille, puis on l'a fait. Donc, Malade. on a eu La encore... réponse de ça, c'est intéressant. En plus, là, vous avez Ouais. gagné meilleur... c'est quoi, meilleur nouveau bar à cocktail au Canada ou quelque chose de même? Ouais, au Canada, on a été dans le top 10 et on a été 9e. Je pense qu'on a été 9e dans la review de l'année des meilleurs bars au Canada. Donc, Malade. écoute, c'est une super belle accolade, mais tu sais, tout ça, c'est le staff du Nénuphar qui mérite ces applaudissements-là. C'est pas moi. Là, moi, j'ai été très effacé. J'ai bâti le concept avec Isaac. J'ai créé la première carte. Puis après ça, c'est Pascal, Roxane, Alex qui ont pris les Les devants. reines. Ils l'ont fait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça cool de dire qu'on l'a fait. On a fait un speakeasy quand même trash dans un salon de quai communautaire que tu t'attendais pas tout à ça. Les speakeasies sont tout le temps hyper léchés aujourd'hui. Fait que c'est ça que j'ai trouvé cool dans l'aventure. Puis écoute, j'ai démarré plein d'autres projets. J'ai même investi dans la compagnie Isaac, sa nouvelle compagnie de vêtements Eden. Eden Power Corp. Exact. Et sauf que là, j'essaie vraiment de me centrer. 99% de mon temps est vraiment avec Monsieur Cocktail depuis des années. Là, c'est essentiel parce que c'est ma start-up à moi. C'est ma façon à moi de démocratiser le cocktail à plus grande échelle, en fait. Donc, c'est vraiment là que je mets toutes mes énergies là, en général. Ouais. J'essaie d'être moins excité. Là. Si quelqu'un m'appelle demain matin pour un nouveau projet, c'est clair que je vais dire non. Peu importe c'est quoi, peu importe les retombées, parce que là, j'essaie de focusser. J'ai dit un peu trop oui, là. Puis j'ai démarré un peu trop d'affaires, puis tu peux pas te concentrer partout, c'est impossible. Clairement, clairement. Puis, Monsieur Cocktail, là, t'es partout, littéralement partout, partout, partout. Puis je pense que tu fais une job extraordinaire. En plus, avec les produits dérivés, ce qui doit être un autre casse-tête, mon gars, juste développer les produits. C'est quoi, mettons, tes bitters, tes produits, Monsieur Cocktail, est-ce que tu les fais chez vous ou tu les développes en laboratoire? Non. Non, en fait, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que, puis encore, j'ai vraiment beaucoup appris sur le tas parce que oui, au début, je faisais mes tests dans ma cuisine, puis tu sais, légalement, tu n'as pas le droit. Là. C'est le fun de démarrer. C'est des belles histoires, là, tu sais. Ma salle de bain, c'était mon. Tu sais, j'avais pas de frigo. J'avais un frigo normal de maison. On était au plein mois de février. J'ai ouvert la fenêtre de ma salle de bain, puis c'était mon walking fridge. Puis je mettais les sirops à refroidir là. Tu sais, ça fait des belles histoires, mais tu ne vends pas ça en épicerie. En fait, on a une cuisine MAPAC dans laquelle on fait nos tests, puis tous les sirops sont faits à la main. Là, c'est encore fait à la main, mais dans des installations qui sont régies par les normes de l'alimentation. Évidemment. Et mes tests au début, quand on a découvert la chimie des sirops, ben oui, on est allé sur un programme de la MAPAC avec le Centre de biodéveloppement de la Pocatière en laboratoire pour voir tout le développement des micro-organismes, des bactéries, pour être sûr que les temps de conservation puis tout soient respectés puis qu'on n'écrive pas n'importe quoi sur l'étiquette. Aujourd'hui, tu sais, comme là, matin, j'étais encore dans mes tests parce qu'on sort des nouvelles saveurs estivales. Ben, tu sais, c'est un processus qui est rendu hyper excellisé. On n'est plus dans la création pantoute. C'est que j'ai des tables, je fais des quantités, je sais quel goût, je sais. Tu sais, dans le fond, quand je fais un sirop maintenant, c'est pas juste il est malade. Une fois qu'il est malade, il faut que je vérifie si le pH est bon, que je vérifie si la densité de sucre est bonne. Je dois peser comment mon sirop pèse pour un volume pour les valeurs nutritionnelles. Et je dois valider si, au niveau des cosses, ça fait du sens. Parce que veux pas, à la fin, il faut quand même qu'il te reste une coupe de scène dans tes poches. Puis là, il y a des sirops qui sont morts dans l'œuf à cause de ça parce que c'était trop compliqué à réaliser. Les matières premières étaient difficiles à trouver. Puis moi, je joue dans un monde qui est l'ingrédient frais pressé et les prix font ça. Fait que c'est très dur à normaliser parce que c'est pas comme des arômes, OK, ça coûte ça, puis ça va toujours coûter ça, puis tu signes des ententes sur 2 ans. Moi, tu vois, la lime me coûtait 3 fois moins cher en novembre qu'elle me coûte présentement. Puis moi, je ne peux pas augmenter mon sirop de lime de 4$ pour refléter la différence. Fait qu'il faut jouer avec ça, puis il faut essayer de naviguer. Tu sais, mon mojito aux fraises qu'on a sorti en SAQ, c'est le plus bel exemple. Ça m'a coûté 3 fois plus cher de jus en mars, notre premier embouteillage, puis celui qu'on a fait la semaine dernière. Ça change beaucoup le modèle. Mais moi, ça fait partie de mes valeurs, de mes principes. Tu sais, je me suis lancé dans Monsieur Cocktail pour
que le 100% frais, comme ce que tu fais dans un bar, se ramasse dans ton verre à la maison. Fait que ce soit un cocktail prêt à boire, que ce soit des sirops, ben on met pas d'agent de conservation ou de colorant ou d'arôme dans un mojito quand on est dans un bar, ben j'en mets pas plus dans mes produits. Fait que c'est sûr que je vis avec cette réalité-là au quotidien. Là, tu sais, je peux te jurer que un sirop à 6 piastres qui est fait en France avec des arômes naturels, le gars se fait beaucoup plus d'argent sur sa bouteille à 6 piastres que moi j'en fais sur une bouteille à 12,95. Aïe, C'est aïe, hein? garanti parce que c'est une fraction du prix, en fait. Fait que, tu sais, ça fait partie de l'éducation que je veux faire aussi par rapport à ça. C'est rappeler que, comme en cuisine, bref, on fait des gnocchis pendant 6 heures en famille, puis si la crème vient pas d'une ferme à Port-Neuf, on la prend pas, ben c'est un peu la même affaire avec la traçabilité de ce que tu bois, tu sais. Tout à Donc, fait. pour moi, c'est super important. Super, super, tu sais. Fait que voilà, écoute. Hey, c'est toute une histoire. Toute une histoire, mon gars. Je sais pas si tu as encore du temps pour moi, sinon Ben je te oui, laisse ben oui, ben aller. oui. Écoute, je suis parti, Euh, on peut finir en beauté, là. Man, On ne écoute, commencera pas à faire une c'est. trilogie. Ben non, clairement pas. Comment est-ce qu'elle aurait. Ben, tu sais, je vais peut-être. On prendra. Tu me couperas, puis tu me diras, là, faut que je fasse Oui, autre oui, chose. absolument. Puis la réponse par rapport à. Parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est revenu. Je parlais avec, exemple, Julien Mazia du Harvey. On discutait un peu de comment est-ce qu'au Québec, peut-être pas à Montréal, mais peut-être à Québec, c'est peut-être un petit peu plus long avant que les modes arrivent, évidemment, on le voit dans tout. Puis la réponse par rapport au sirop, comment est-ce que tu l'aperçois? Est-ce que les gens sont rendus là? Définitivement. Moi, une des choses que je fais très attention, c'est d'être dans l'air du temps. J'ai ouvert en 2015 une petite boutique sur Saint-Joseph dans un salon de barbier qui s'appelait Rituel de mon ami Michael. Et ça a été mon étude de marché pour les prochaines années à venir parce que j'étais sur le plancher, je rencontrais du vrai monde et on jasait de mixologie ensemble. Euh, Tout le monde me dit depuis 4 ans pourquoi tu sors pas tes amers, pourquoi tu sors pas tes bitters, pourquoi tu sors pas telle affaire, pourquoi tu sors pas tes shrubs. Tu sais, un shrub, Mhm. c'est un sirop vinaigré, tu sais, ben, parce que les gens sont pas là encore. Le sirop, quand on l'a commencé, je pense que les gens étaient là parce que il y avait déjà des compagnies qui allaient bien avant moi. Et je me suis dit, moi, je vais juste essayer de sortir quelque chose de différent en disant ça va être des sirops acidulés. Tu n'auras pas à te compliquer la vie, puis ça va toujours fonctionner selon une formule 5 qui est 2 parts d'alcool, 1 part de sirop, puis on va simplifier la mixologie si on veut. Malade. Donc, la réponse est bonne. La réponse, elle est, je te dirais, beaucoup meilleure à Québec, en région, en banlieue. On est moins fort à Montréal, de ce que je peux percevoir vite Ah comme ça. ouais. Mais Drôle, c'est j'aurais sûr dit le que contraire. venant de Québec et faisant beaucoup de festivals en région, c'est plus naturel pour moi. C'est des gens avec qui j'aime beaucoup échanger des idées puis voir un peu c'est quoi qui les passionne, c'est quoi qu'ils aimeraient comme produit, etc. Montréal aussi, je pense que c'est une question de distribution parce que jusqu'à tout récemment, sur l'île, on était très peu présents parce qu'il n'y a pas beaucoup de IGA sur Hmm. l'île. Ah Même, ouais. ouais, il n'y a pas beaucoup de IGA. Puis là, on vient de rentrer dans les métros. Il y a beaucoup de métros. Fait que peut-être que la visibilité va augmenter comme ça. Mais je pense qu'en général, les gens, euh, mon idée de base, je pense qu'elle tient encore. Là, même moi, là, jamais que je vais arriver chez nous puis je vais commencer à me faire un sirop de framboise, un sirop de concombre, un sirop de tonic. Donc, on ne Clairement se pas. fait pas ça à la maison. Même un sirop simple, à la limite, c'est trop long. Donc, je pense Clairement. que tu es rendu à te faire un cocktail, tu veux t'en faire un là, il faut que ça marche bien, que ce soit facile. Fait que je pense que les sirops sont toujours d'actualité. Puis là, ben, mais nous autres, le sirop, c'est une chose parmi tant d'autres qui permet de démocratiser. Fait que c'est sûr que là, on va commencer. Ben, on a commencé avec les prêts à boire, mais il y a d'autres affaires le fun qui s'en viennent dans les prochains mois. Tu sais, on est d'accord, c'est dur. On pensait vivre une année de croissance. Finalement, on va finir sûrement avec un chiffre d'affaires plus bas que l'année dernière. On a tous des gros, gros, gros défis à cause de la pandémie. Donc, je pense qu'il va juste falloir le voir en face qu'on en a pour 2 ans. Et nous, on change complètement, fait qu'on devient plus une compagnie de contenu qui va livrer encore plus d'idées, qui va être encore plus proche de ses clients qu'on l'était avant.
Puis je pense que c'est ça qui va nous aider à passer à travers parce que oui, on est tous devenus semi-alcooliques, là, on va être franc. Depuis le confinement, j'ai jamais bu autant. Parce qu'on a besoin, on vit de l'anxiété, on a besoin de se réconforter parce qu'on n'a jamais vécu ça avant. Fait que oui, l'alcool prend une partie importante, mais reste que je suis pas une compagnie d'alcool, je suis une compagnie de sirop. Fait que on n'est pas un bien essentiel en ce moment. Donc, je pense qu'en continuant à vivre notre mission de donner des idées pour faciliter puis réconforter à la maison, on va s'en sortir de même. Là. Mettons qu'on avait besoin d'un pseudo de la fin. Puis en plus que là, la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est elle nous a vraiment réaxé sur les produits québécois, sur encourager local. Puis c'est plate, hein? Peut-être qu'on ne le faisait pas assez avant, mais aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus important de le faire. Puis, je pense que ça va paraître aussi par la suite. Suivant la pandémie, ça va probablement paraître chez vous puis chez d'autres compagnies québécoises. Puis je le souhaite. Puis c'est vraiment bien. Là. En fait, il faut vraiment voir le positif malgré toutes les horreurs. Il faut essayer de voir le positif là-dedans, vraiment, sur nos nouveaux réflexes de consommateurs, le fait qu'on va. J'arrête pas de dire ça à ma gang. Hey, on va-tu l'apprécier, juste prendre un barbecue avec 3 amis? L'enfer. Alors qu'avant, c'était pour acquis. Là. Moi, j'ai juste hâte à mon premier barbecue. C'est tellement simple, mais c'est tellement essentiel en même temps. Man, clairement, moi aussi, j'ai hâte. Je pense que ça va. Moi, ça a révélé plein de choses côté business. C'est dans le fond, écoute, on roule, on est tout en télétravail. Moi, j'ai décidé, pour la sécurité de mes employés, de mes fournisseurs, de mes clients, on est en télétravail garanti jusqu'en 2021. Puis après ça, ça va devenir ancré dans nos réflexes. Donc, nous autres, on ne va pas revenir au bureau. On va continuer en télétravail. On change la structure pour justement voir qu'on peut optimiser plus notre temps, passer plus de temps en famille. Exemple, j'ai un employé qui, lui, travaille mieux de nuit. Ben, il travaille de nuit, genre. on a comme une nouvelle réception par rapport à tout ça. Là. Puis, moi, j'ai une nouvelle fille, fait que je capote à... Ben, merci beaucoup. Je capote à la voir tout le temps, mettons. Tu sais, c'est comme, tu dis que ça change un peu le modèle d'affaires. Je parlais avec mon voisin, justement. C'est ça qu'on disait, c'est que souvent, quand ce genre de choses-là sont arrivées, Deuxième Guerre mondiale, pandémie aujourd'hui, et blablabla, c'est là que le monde s'active pour faire justement des changements qui sont assez drastiques. On peut penser à peut-être l'école. L'école va clairement changer d'une façon ou d'une autre. Là. Puis, de même que des business. Fait que, tu sais, justement, ça va peut-être nous permettre de se rapprocher de notre famille puis d'avoir plus de temps ensemble. Là, on le souhaite, en tout cas. Oui, on le souhaite. Il Cool. faut juste qu'on soit assez intelligent pour qu'il y ait le moins de morts possible, parce que ça, c'est la grosse tragédie de la patente. Là. Effectivement. Il y a ça à côté. Ouais. Pas perdre le cap. Là. Ouais. Exact. Bon. Hey, Pat, écoute, on pourrait faire, comme je disais tantôt, une autre heure. Fait que je te réinviterai un jour si ça te tente. Avec grand plaisir, mon ami. Nice. Avec grand plaisir. Pat, merci 1000 fois d'avoir accepté. C'est tout un honneur. Je te souhaite de la santé, de même que ta famille. Puis en te souhaitant du succès pour les prochaines années. Je suis sûr que tu vas y arriver. La pandémie, ça va juste arranger le tout. Oui, je pense qu'il faut voir le cap comme ça. C'est un honneur pour moi, vraiment, 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 vraiment. Merci à tout le monde. C'est beau ce que tu fais. Continue. On manque d'humanité en ce moment, puis c'est des genres de conversations qui nous rappellent qu'on est comme tout le monde, puis on vit tous des choses, mais qu'il faut garder le moral là-dedans. Fait que merci, puis merci à tout le monde qui t'écoute. C'est beau ce que tu fais. Merci, Pat. Prends soin de toi. Cheers. Ciao.